merci de m'avoir invité. Enfin, sincèrement, enfin, c'est bizarre, j'ai envie de dire, je suis content d'être avec vous, même si tout est fait pour que ça soit un peu particulier. Des lancements de territoire, j'ai eu la chance d'en accompagner plusieurs. Je vous expliquerai un peu où est-ce qu'on en est au niveau de Startup National après. Jamais en mode confinement, jamais après Édouard Philippe, et jamais non plus après Christophe Chevalier. Alors, je sais pas quel cadeau vous m'avez réservé, mais partant comme ça, c'est quand même pas un exercice facile. Donc moi, comme Bertrand l'a dit, je m'appelle Thierry Cardinal, je suis chef d'entreprise à Lille, donc depuis une quinzaine d'années, j'ai un cabinet conseil qui accompagne les organisations dans leur développement autour de plusieurs points, notamment autour de la gouvernance, autour des modèles économiques et autour des process d'innovation ouverte, et donc du coup des organisations. Euh, je peux pas vous raconter Startup de territoire comme ça, avec un PowerPoint et puis 3 slides, et puis vous dire voilà, c'est ça Startup de territoire. Je suis obligé de vous expliquer en fait ce que j'ai vécu, et ça sera plus simple après d'affiner les différents points que vous avez affinés avec vos questions. Donc en fait, ce que je vous propose, et j'espère que ça fera pas de redite pour les gens qui ont vu Christophe, mais peut-être vous expliquer l'histoire que moi j'ai vécue à travers Startup de territoire, et puis encore une fois sur des points précis sur lesquels j'aurais été un peu vite peut-être, et ben vous me poserez des questions et puis je répondrai. Donc en fait, je vous amène en 2016. Donc là, à l'époque, en 2016, j'ai la chance de présider une association de chefs d'entreprise à Lille qui s'appelle le Club 6. C'est une belle association, c'est 250 chefs d'entreprise indépendants. Présidence qui m'était, enfin voilà, que j'ai pris avec surprise, en même temps avec beaucoup de bonheur. Enfin avec le recul, c'était vraiment une super expérience. J'ai présidé cette association pendant 4 ans, entre 2013 et 2017. Avec beaucoup de surprises parce que la moyenne d'âge de l'association était plutôt de l'ordre de 50-55 ans et les membres se posaient plus de questions sur ce qu'ils allaient faire une fois qu'ils allaient revendre leur entreprise que comment ils allaient faire pour la développer. Mais en même temps, c'est des super personnes. Et donc, du coup, ils m'ont dit, mais Thierry, ça serait bien que tu prennes la présidence pour essayer d'agiter un peu le cocotier et un petit peu nous bousculer. Et ça, on se connaît pas encore bien, mais c'est des choses que j'aime bien faire. Et donc, du coup, je l'ai pris avec plaisir, la présidence de l'association. Et lorsque j'ai pris la présidence, j'ai orienté la présidence sur 2 axes. Un, sur le développement personnel du chef d'entreprise. Voilà, enfin, c'est pas le thème, mais on peut en parler autant que vous voulez parce que moi, c'est un sujet qui m'est cher et on a vécu vraiment des choses assez exceptionnelles, notamment des rencontres avec Pierre Rabhi, avec Ilios Kouzou, par exemple. Enfin, et on a intégré la méditation pleine conscience dans à peu près une centaine d'entreprises. Donc, c'était vraiment un super travail qu'on a fait avec ces chefs d'entreprise. Et puis un deuxième axe qui était entreprendre autrement qu'on avait mis dans notre feuille de route avec mon conseil d'administration. Et l'idée, c'était vraiment de dire, mais comment on peut s'inspirer d'une espèce d'économie qui, nous, et là, franchement, accepter de mettre les guillemets, hein, parce que j'ai beaucoup évolué depuis, mais à l'époque, je disais, mais comment on peut apprendre des économies un peu différentes des nôtres. Et donc, sans le savoir, je parlais de l'économie sociale et solidaire. Sans le savoir, je parlais de l'économie autour de l'innovation sociale. Et j'avais même une expression qui risque de froisser certains, mais promis, j'ai avancé sur le sujet. Je disais, mais comment ces gens peuvent innover, créer de la valeur, embaucher et parfois embaucher et proposer des emplois à plusieurs centaines de personnes. Mais comment ces gens peuvent faire ça avec, et c'est là où vous n'allez pas m'en vouloir, avec un bout de scotch, un bout de ficelle et 2 bouts de carton, quoi. Et j'étais vraiment très impressionné de la capacité de cette économie sociale et solidaire de dire mais c'est incroyable ce qu'on peut trouver comme innovation dans cette économie et nous, entreprises classiques, voire économie classique, et ben en fait on s'y intéresse pas et c'est le cas enfin c'était le cas à Lille, c'est moins le cas maintenant, ça commence à évoluer mais c'était vraiment le cas à Lille avant. Et ben ces deux économies se parlaient pas. Et donc voilà, j'avais mis ça un peu comme sujet de présidence. Et enfin, je vais quand même essayer d'aller assez vite parce que sinon ça pourrait durer longtemps cette histoire. Mais voilà, ces réflexions et cette volonté de m'ouvrir un peu sur cette économie m'a amené à découvrir Christophe Chevalier. Alors en fait, l'histoire, j'ai pas fait des recherches longues et j'ai pas envoyé un mail, il m'a répondu. Vous savez, les belles histoires, en fait, ça se passait pas ça, c'est pas du tout passé comme ça. Ma belle-sœur travaille avec Christophe Chevalier. Donc en fait, c'était très facile pour moi. Il y a pas de mythe autour de ma rencontre avec Christophe Chevalier. Et je lui dis à ma belle-sœur, mais est-ce que tu peux m'expliquer ce que vous faites comme métier? Et Emeline, ma belle-sœur, m'a dit, mais écoute, c'est assez facile, le 3 février 2016, et ça, honnêtement, c'est une date que j'oublierai jamais parce qu'elle a un peu marqué ma vie, et elle m'a emmené dans plein de choses complètement dingues. Elle m'a dit, bah, c'est assez simple, le 3 février 2016, on fait notre première soirée start-up de territoire, si tu veux, viens. Alors, il faut imaginer, moi, chef d'entreprise de Lille, je prends un train qui m'amène à Valence TGV, là, à la gare, il y a quelqu'un qui vient me chercher, qui m'amène dans une salle
les horaires de train font que je suis arrivé 3 heures avant la soirée. Et là, j'avais pas encore mis le pied dans la salle que déjà quelqu'un me donnait une paire de ciseaux, de l'autre côté, on me donnait du papier craft pour découper des cœurs. Et une fois que j'avais fini de découper les cœurs, on m'a demandé d'installer des lustres. Et je me suis dit, mais où suis-je tombé? Et après, une fois que c'était fini, on m'a dit, mais Thierry, maintenant tu te mets à l'accueil et tu distribueras les badges. Ok, la salle, franchement, je vous assure, cette salle, à mon avis, elle avait une capacité d'accueil entre 110 et 120 personnes. Une demi-heure avant le début de la soirée, je donnais mon 120e badge. Et là, je me suis dit, mais soit ils sont complètement dingues dans cette région, ils arrivent tous une demi-heure avant le début de la réunion, soit on va avoir un problème de place. Nous avons eu un problème de place, et ce soir-là, on était 200. Et donc, du coup, je vous assure qu'à ce moment-là, je ne connaissais rien de start-up de territoire. J'étais vraiment vierge d'informations. Et là, Christophe Chevalier monte sur scène. Il remercie les élus présents dans la salle en leur expliquant qu'ils seront d'un soutien précieux et qu'il a besoin de lui, mais que c'est pas une soirée dans laquelle les élus auront le temps de s'exprimer, parce qu'il nous lance ce défi-là et il nous dit, mais voilà, chers toutes et chers tous, vous connaissez pas forcément, mais par contre, vous avez 4 heures pour résoudre les enjeux prioritaires de ce territoire. Bon courage, c'est facile, vous allez voir sur les portes, il y a des thèmes, vous entrez, vous trouverez des animateurs, on se retrouve dans 4 heures. Et là, il finit en disant « Et je compte sur vous pour créer les solutions qui, demain, vont faire rebondir ce territoire. » Et là, honnêtement, j'étais un peu scotché, encore une fois. Je vous rappelle mon parcours. Je suis chef d'entreprise, je préside une association. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais à l'époque, je siégeais au MEDEF aussi. Donc là, je me dis « Mais c'est quoi cette région de grands malades ?» où finalement, on a des gens qui pensent qu'en 4 heures, on peut créer non seulement des organisations, mais qui en plus vont répondre aux problèmes un peu insolubles sur un territoire. Je me dis, mais ils sont fous ici. Et donc, mais par contre, je suis le mouvement, je rentre dans une salle, là, je rencontre un animateur, on est entre 10 et 12 à ce moment-là, et là, on nous dit, OK, le thème de la soirée, c'est rapprocher le monde de la culture et le monde de l'entrepreneuriat. Nous avons 4 heures pour rendre la culture accessible aux entreprises, les entreprises accessibles à la culture. C'est un enjeu, la culture dans leur territoire, parce que la Drôme, c'est notamment un territoire qui accueille beaucoup d'intermittents du spectacle. Et donc, il y avait vraiment une volonté de rendre plus robuste, en fait, le statut d'intermittent du spectacle en les faisant travailler avec les entreprises inversement. Et puis là, s'enchaîne une espèce d'atelier dans lequel on nous pose des questions, on sort des post-it, on clusterise les idées, on les priorise, et puis tout d'un coup, il y a des premières idées qui viennent, et puis on arrive avec des outils de structuration. Et puis 4 heures après, on a un très très beau projet qui naît à ce moment-là, rapprocher la Cité de la Musique, qui est le conservatoire de Romans, avec les entreprises. Enfin, je vais pas rentrer trop dans le détail. Et là, je suis vraiment très fier. Et je me dis une chose à ce moment-là, et je vous assure, c'est vrai, je me dis, mais j'ai vraiment trop de bol. Ce soir, je suis tombé dans le meilleur groupe. Parce que franchement, c'est pas possible que les autres groupes aient réussi ça. Donc, je suis très fier, moi, venant de Lille, de tomber dans le meilleur groupe. J'ai oublié de vous dire que dans ce groupe-là, et c'est important aussi pour l'histoire startup, c'est que dans les 12 personnes, très peu se connaissaient et qu'à aucun moment de la soirée, j'ai su ce que les gens faisaient dans la vie. J'avais que 2 informations, leur prénom et leur passion. Et donc, je peux vous assurer que quand on vient d'un territoire extérieur ou quand on est une personne qui connaît pas franchement les gens avec qui on va passer la soirée, c'est très agréable, en fait, de pas avoir ce jugement de oh là là, mais lui, il est chef d'entreprise, oh là là, mais lui, il est sans emploi, oh là là, mais donc, du coup, il parlera peut-être pas. Enfin, voilà, vous voyez, enfin, c'est ces moments assez désagréables qu'on peut connaître dans les soirées. Il n'y a pas du tout eu ça, en fait. Et donc, vraiment, tout au long de la soirée, je ne savais pas avec qui j'avais travaillé. Bref. Au bout des 4 heures, on revient tous en salle plénière, on est tous encore très serrés comme des sardines parce que personne n'était parti. Là, Christophe dit chaque groupe a 1 minute pour venir pitcher sur scène. Et là, en fait, je me rends compte que je n'étais pas du tout tombé dans le meilleur groupe, j'étais tombé dans un groupe comme tous les autres, et que les 12 groupes qui avaient bossé, enfin les 13 groupes même qui avaient bossé ce soir-là sur les enjeux prioritaires du territoire avaient tous, en fait, trouvé des solutions qui, pour moi, étaient robustes. Ça veut dire qu'ils répondaient réellement à un besoin du territoire, qui répondait réellement à un enjeu qui était de dire on crée des solutions start-up de territoire qui sont pas des solutions qui vont ponctionner de l'argent public, c'est des solutions qui répondent à des besoins de territoire et qui donc du coup par définition trouveront leur marché et donc trouveront un modèle économique qui ne dépendra pas des fonds publics. Donc c'était la deuxième solution, deuxième critère et franchement je trouvais que tous les projets répondaient à ça. Et le troisième c'est que ça soit complètement ancré sur les territoires et parce que ça répond à un enjeu, évidemment tous les sujets étaient ancrés. Bref, je vous assure, ce soir-là, ce 3 février 2016, c'est vraiment un moment qui a changé ma vie parce que je me suis dit, mais Thierry, tout ce qu'on apprend dans les écoles de commerce où il faut 6, 8, 10, 12 mois d'incubation, il faut remplir 1000 CERFA et il faut écrire un business model ou un business, tout ce que vous voulez sur les 3 prochaines années avec une notification du chiffre d'affaires et la perte de la première année. Franchement, ce soir-là, j'ai pris une énorme claque. Je suis revenu dans le Nord.
J'ai expliqué ça à mon conseil d'administration, ils m'ont tous pris pour des grands malades en disant ok, c'est cool. J'espère que tu as passé un bon voyage et que tu as bu du bon vin. J'oublie de rappeler quand même, c'est important de le dire qu'à Romans on boit du très bon vin, donc voilà. Donc j'avais en effet bu du très bon vin et honnêtement, j'ai pas été suivi ni par mon conseil d'administration ni par les chefs d'entreprise qui étaient autour de moi en disant mais Thierry, c'est un grand malade en fait, c'est pas possible. Sauf par quelques Indiens, j'ai l'habitude de les appeler comme ça, quelques Indiens qui ont dit c'est intéressant. Et donc j'en ai amené 10 ou 12, je sais plus, enfin bref, à Lons-le-Saunier au mois de juin 2016, où ils ont vécu la même chose que moi, ce que j'avais vécu à Romans, et ils ont reçu la même claque. Et donc du coup, on a décidé là à 10-12 de dire ok, on monte Startup de territoire à Lille, et puis on verra bien ce qui se passe. Et puis on a créé comme vous l'avez fait en fait, et c'est ça qui est complètement dingue sur votre territoire. Juste le message que Christophe Chevalier m'a envoyé dans le train du retour quand il vous a vu la première fois, c'est 2 points, ouvrez les guillemets, ils sont complètement dingues là-bas. 3 petits points, fermez les guillemets. Vous prenez ça comme vous voulez, mais je peux vous assurer que dans Startup de territoire, c'est un vrai signal positif. Et en fait, pourquoi vous êtes complètement dingue, c'est que quand nous, on a monté Startup de territoire, on était 10. Et apparemment, sur votre première réunion de cercle cœur, vous étiez plutôt 50, 60, 70. Et ça, c'est juste dingue, quoi. Et donc, du coup, on a remonté ça à Lille. Et puis, on a commencé à se dire, mais et ça va me permettre de vous expliquer un peu la méthode aussi qu'on a déployée sur l'île à travers mon histoire. En fait, on s'est dit, on va lancer Startup de territoire et c'est vraiment extrêmement important, mais pour les personnes qui n'ont pas entendu Christophe Chevalier, j'appuie un peu sur le clou parce que c'est vraiment important de comprendre que Startup de territoire, c'est pas du tout, mais pas du tout, pas du tout, une espèce de soirée de com. Pas du tout. Et il faut vraiment, enfin, quand on est ambassadeur de Startup de territoire, c'est vraiment important de le dire. Startup de territoire, c'est un processus de transformation dans lequel on redonne aux citoyens le pouvoir d'agir et d'exister sur un territoire. C'est vraiment ça, Startup de territoire. Ça veut dire que la grande soirée, c'est super parce que c'est vraiment des moments dans lesquels on se retrouve, dans lesquels on peut partager des valeurs, dans lesquels on peut vraiment mettre cette audace, cette folie citoyenne au service du bien commun. Mais c'est simplement un épiphénomène dans un énorme processus. Et donc, du coup, quand on est revenu sur l'île, on a lancé le processus. C'est quoi le processus? Alors, c'est un peu différent sur les territoires et je pourrais rentrer dans les détails si vous voulez, mais en tout cas, sur tous les territoires, c'est la même chose. 6 à 8 mois avant la grande soirée, il y a une espèce d'identification des enjeux et des défis à relever qui sont les enjeux et défis prioritaires du territoire. C'est-à-dire la raison pour laquelle vous allez les réunir, ces citoyens. Et croyez-moi, et puis vous le savez à travers vos métiers respectifs, on ne réunit pas un citoyen, enfin si on réunit un citoyen, mais par contre on ne l'engage pas dans la durée en disant bah venez, c'est cool, vous avez passé une bonne soirée. Ça, à la limite, ça permet d'inviter quelqu'un à une soirée, mais ça ne permet pas d'engager dans la durée. On arrive à engager les gens dans la durée quand ils savent pourquoi ils viennent. Et le pourquoi répond à la phase amont de la soirée, qui est vraiment cette phase dans laquelle on va étudier le territoire en profondeur de façon décloisonnée par une approche à 360, en invitant un maximum d'acteurs avec cette liberté d'esprit, cette diversité de culture, d'origine, de sexe, de fonction, enfin vraiment un brassage le plus divers possible, dans lequel on va se poser la question de façon croisée et décilotée, quels sont les enjeux de notre territoire et autour des enjeux, quels sont les défis à relever. Donc, à Lille, on a identifié au bout, après 2 ou 3 réunions, donc on a commencé à 10-12 et on a fini, nous, à 250. Ça a duré 6-7 mois à peu près. Ouais, c'est ça, 6-7 mois. Pendant 6-7 mois, on a vraiment étudié en profondeur ces enjeux et ces défis. Je pourrais vous expliquer comment on fait ça si vous voulez. Enfin, comment on l'a fait en tout cas à Lille. Et on a commencé à 10-12, on a fini à 250. Et ça a été des moments riches parce que, vous savez, c'est ces moments où enfin on voit le territoire, non plus de façon complètement silotée, mais vraiment par la création de valeur, par les interstices des enjeux. Je m'explique. En disant, quand on regarde un territoire, souvent on dit, ah, on a un problème alimentaire. Ok, bon, on va envoyer les experts alimentaires et les quelques citoyens quand le territoire est mûr et mature. On envoie parfois des citoyens travailler sur les problématiques du territoire. On envoie quelques citoyens et quelques experts. On leur dit, les gars, vous faites un groupe de travail sur l'alimentation et on attend vos solutions. Et s'il vous plaît, ramenez-nous 2-3 solutions. Et si vous pouviez les tester, ça serait cool et que ça coûte pas trop cher. En fait, Startup de territoire, c'est pas ça. C'est à un moment donné, on se met dans une salle et on va regarder quels sont les enjeux du territoire par des croisements d'enjeux. En se disant, mais tiens, moi je suis un expert alimentaire, toi tu es un expert de la santé, ou moi je suis un citoyen juste qui a envie de bosser sur l'alimentation, et ben moi je suis un citoyen qui a juste bossé, qui a envie de bosser sur les enjeux sanitaires de ma région. Ok, parlons-nous et regardons comment nos envies et nos compétences, comment le croisement de ces enjeux font naître un enjeu qui est beaucoup plus pertinent parce qu'il est vraiment à la croisée. Voilà. J'espère être clair, mais encore une fois, je reviendrai si ça ne l'est pas. C'est vraiment important de comprendre que c'est pas une démarche silotée, mais vraiment une démarche de rencontre. Et ça, c'est possible que quand on met autour de la table, lors de ces moments-là, vraiment des acteurs, en fait, qui sont extrêmement différents et qui apportent soit un point de compétence, c'est les experts, soit un point d'envie
Et pour moi, c'est les citoyens qui sont non-experts. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que Start-up de territoire permet ça, permet cette rencontre entre experts et non-experts pour avoir une vision qui ne soit pas une vision de la réalité, mais qui soit une vision de la perception. Comment moi, citoyen, je perçois mon territoire. Et parfois, la perception est déconnectée de la réalité, peut-être, mais ce qui compte, c'est de savoir comment les gens vivent et comment ils se sentent et comment ils ressentent, quelles sont les émotions vécues sur un territoire. Donc la perception. Et on traite la perception. Et la perception fait évoluer ensuite les contextes de réalité. Donc on a fait ça sur l'île pendant à peu près 6 mois. On a fini à 250. On a fait le 1er juin 2017. Donc vous voyez, dans le timing, c'est une découverte pour moi 3 février 2016. On revient juin, on laisse passer juillet-août. À partir de septembre-octobre, on lance la démarche d'émergence, enfin, d'identification des enjeux et des défis. Et on estime qu'on était à peu près prêt au 1er juin. Donc au 1er juin, on fait une soirée qui reste un peu quand même dans les annales de la métropole européenne de Lille, parce qu'on était 700, on était au Vélodrome de Roubaix, donc dans un cadre un peu atypique, voilà. Et en plus, on a fait travailler les gens partout, donc on avait des groupes de travail, des citoyens dans les vestiaires, dans les salles de massage, dans les salles de muscu, sur la piste du Vélodrome, enfin voilà. Donc c'était vraiment c'était vraiment une super soirée. Et lors de cette soirée, par les techniques d'intelligence collective que j'avais vécues à Romans et qu'on avait un petit peu professionnalisé, on a, enfin en tout pas forcément professionnalisé, mais qu'on avait un petit peu affiné. C'était déjà très pro à Valence Romans. Et ben là, on a sorti 80 solutions, qui sont donc 80 solutions imaginées par des experts citoyens, des gens qui avaient envie, sur comment on allait répondre aux enjeux et aux défis de Lille. Donc je n'ai pas fini ma phrase tout à l'heure, mais donc à Lille, on avait 10 enjeux identifiés. Donc, des enjeux qui peuvent vous paraître très logiques, mais en même temps, c'était les enjeux de Lille, donc autour de l'environnement, de la mobilité, de l'éducation, du vivre ensemble, de la santé, enfin voilà. Et autour de chaque enjeu, on avait mis 10 défis, qui sont pour le coup des choses très précises, mais qui ne sont pas des solutions. Je vais vous donner un exemple. On avait un enjeu autour de la mobilité, et l'un des défis, c'était de supprimer les bouchons le matin sur l'A25. La 25, c'est c'est l'autoroute qui va entre Dunkerque et Lille, qui est saturée entre 7h moins 10 et 10h tous les matins. Et voilà. Donc, ça vous permet juste de montrer la différence entre un enjeu, donc la mobilité, quelque chose de puissant sur un territoire, et un défi, quelque chose de très concret. Et quand on dit supprimer les bouchons sur la 25, et ben, en fait, on a Est-ce que c'est toujours bon? Ah, j'ai eu un... Ouais, je crois que tu as Ça va dû. revenir. Je sais pas. Thierry? Est-ce que c'est bon? Oui, oui, c'est bon, t'es revenu. Ouais, je vais revenir. C'est bon, je suis revenu, désolé. Merci Ludovic, je prends pour supprimer les bouchons sur la 25. Je vois dans le chat que Ludovic a mis qu'il y avait plein de solutions. Et donc, du coup, vous m'entendez bien? Ça va? Du coup, Oui, tout c'est s'est bon, figé, vas-y, mais je vas-y. ne sais pas si vous me voyez bien. Ah, super, merci. Merci Bertrand. Et donc, du coup, voilà, ce que je vous disais, c'est que c'est important pour un citoyen que ça soit une réflexion très pratico-pratique, pragmatique. Parce que si vous demandez à des citoyens de réfléchir à l'enjeu de mobilité, eh ben, c'est tellement large, en fait, que finalement, on a des solutions qui ne sont pas forcément ancrées sur le territoire. Dans les enjeux de mobilité, on nous dira, je sais pas, il faut mettre des téléphériques à Lille. Ouais, mais en fait, où, quand, comment, pourquoi, pour répondre à quel défi, ça va solutionner quoi, ça va remplacer quoi, ça va devenir en substitution ou pas. Et en fait, plus le défi est suffisamment précis, plus la solution sera précise et donc la solution sera ancrée sur le territoire. Donc voilà, donc à la sortie de la soirée, on avait 80 projets et là, on a commencé Vous m'entendez toujours bien? Oui, c'est pas possible. Allô? Oui, ça marche. Oui, c'est bon, ça marche. Ah, d'accord, ok. C'est juste parce que moi, ça s'est figé, donc je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est pas grave. Si vous m'entendez, c'est parfait. Et donc après, on a entamé le processus de transformation. Ça veut dire que ces solutions, c'est bien qu'elles soient là, mais on a fait qu'une toute petite partie du job, hein. Je rappelle que l'ambition de Start-up de territoire, c'est de changer la vie là où on vit. Et c'est pas parce qu'on a mis 700 personnes dans une salle et qu'on a fait émerger 80 solutions qu'on a répondu à la promesse. Et donc là, c'est engagé un processus de transformation pendant 1 an où on a emmené avec nous à peu près 300 citoyens qui se réunissaient à peu près, alors ça dépendait des groupes, qui se réunissaient à peu près une fois toutes les 3 semaines, un mois, autour de 25 solutions qui avaient été choisies par les citoyens présents lors de la soirée. Et ça, c'est des moments vraiment intenses. Vous savez, c'est les moments où les citoyens,
prennent conscience que là, véritablement, ils sont on reprenne la capacité d'agir parce qu'ils se disent, mais c'est à moi de choisir. Il n'y a personne qui va choisir à ma place. Voilà. Donc, ils avaient choisi 25 solutions. On avait créé des groupes d'environ 10 personnes qui se sont réunies pendant presque un an. Je vais être très honnête avec vous. Cette période de transformation, donc en 2017, sur l'île, on l'avait pas très bien travaillé, en fait. On n'avait pas pris conscience de l'enjeu. Nous, on pensait, je vous l'ai dit en introduction, moi je suis consultant, et donc je pensais que mon expérience suffirait. Et on avait travaillé avec les acteurs du territoire, on avait travaillé avec les CCI, avec les BGE, avec des associations, avec des maisons de quartier, avec des centres sociaux, avec la Fédé, tout ça. Et on pensait que ça suffirait et que les acteurs, plus un retour d'expérience, et ça permettrait de transformer. Eh bien non. Et honnêtement, il y a très peu de solutions, très peu de réponses qui sont sorties de Roubaix. Et je peux vous assurer que, maintenant j'en parle assez facilement parce qu'on a rebondi, mais c'était compliqué parce qu'on s'est dit mais qu'est-ce qu'on a raté? Et là, ce qui a été très fort, c'est les citoyens, plutôt que de nous dire non mais vraiment, vous avez fait une promesse, vous n'avez pas réussi. Les citoyens se sont mobilisés, ils ont dit ok, maintenant on va travailler et on va réfléchir à comment on aurait pu améliorer ce processus-là. Donc il y a 4-5 solutions quand même qui sont intéressantes que je pourrais vous partager si vous voulez, mais honnêtement pas du tout à la hauteur de la promesse. Et donc on a retravaillé ça. Et donc, du coup, en retravaillant ça, on a ensuite dupliqué sur d'autres territoires dans les Hauts-de-France. Donc, c'est très égoïste parce qu'en fait, j'ai pas fait grand-chose finalement par rapport à toute l'énergie déployée par plein d'autres citoyens et par rapport à une équipe qu'on a créée dédiée à ça dans les Hauts-de-France. On a dupliqué à Lens, une ville du Pas-de-Calais, une ville intéressante qui a été fleuron industriel au moment des mines et qui a un passé industriel qui l'a condamné. C'est une ville on connaît la précarité et la pauvreté, où vraiment on a relancé exactement le même processus. Et aujourd'hui, avec moins de monde, il y avait 400 personnes, mais c'est aussi une plus petite ville. Ils ont sorti 15 solutions, ils en ont retenu 7, et là, les 7 sont transformées, et ça crée de l'emploi, et c'est super, parce qu'on a vraiment réussi à améliorer le processus de transformation, et maintenant, il y a des vrais résultats sur la transformation. Et donc, je pourrais évidemment, et vraiment, parce que Startup de territoire, c'est ça, c'est accepter qu'il y ait des choses... accepter qu'il y ait des choses qui ne fonctionnent pas bien, mais c'est aussi savoir rebondir pour se dire, mais okay, on apprend nos erreurs. Là, aujourd'hui, on a vraiment un processus de transformation qui est affiné, notamment beaucoup plus de complicité avec les acteurs du territoire, beaucoup plus d'humilité aussi, en disant, mais les acteurs du territoire en place connaissent le territoire, mais il faut que les acteurs du territoire acceptent que travailler avec un citoyen qui sort d'un processus d'émergence citoyen, c'est pas du tout la même chose qu'un citoyen qui arrive et qui dit bonjour, je voudrais ouvrir un restaurant, ou bonjour, je voudrais ouvrir une entreprise de bâtiment. C'est pas du tout pareil en fait. Donc si tout le monde accepte avec beaucoup d'humilité sur un territoire de revoir en fait les façons d'accompagner les citoyens, si nous quand on intervient sur un territoire, qu'on accompagne un territoire, on accepte avec beaucoup d'humilité que nous on connaît pas le territoire, mais que c'est véritablement les citoyens, les acteurs en place qui connaissent le territoire, franchement il se passe des très belles choses. Et Startup de territoire est en open source, donc tout ce qu'on a produit n'importe où en France, ça vous est complètement destiné et vous en ferez ce que vous voulez, avec bien sûr l'idée que vous prenez que ce qui vous semble adapté à votre territoire et vous transformez si jamais vous imaginez que c'est pas suffisamment adapté à votre territoire. C'est vraiment la liberté Startup de territoire. L'idée, c'est que ça fonctionne. Et moi, jamais j'ai la prétention de dire que je connais Le Mans. Enfin, j'ai dû venir une fois voir un match de foot, je pense. Et puis aussi j'ai dû faire un transit à un moment donné sur un voyage en vacances. Donc, je connais pas votre territoire et je connaîtrai jamais votre territoire. Et c'est vous qui connaissez. Donc évidemment, tous les outils qu'on pourra vous mettre à votre disposition, il faudra les prendre avec beaucoup de précaution en disant mais est-ce que véritablement c'est adapté à notre territoire. Donc voilà un peu l'histoire. Je fais vite parce que j'essaye de faire vite parce que je voudrais vraiment répondre à toutes vos questions. Donc ce qu'il faut retenir à ce moment-là, c'est vraiment que Startup de territoire, c'est une méthode aujourd'hui qui a été testée, qui a été prouvée, qui a connu des résultats, qui est à votre disposition. Cette méthode a été déployée d'abord sur 6 territoires un peu pionniers. Donc FIJAC, qui en fait FIJAC est le vrai cœur. C'est à ce moment, c'est Dominique Olivier à FIJAC dans le Lot qui s'est dit mais est-ce qu'on pourrait faire un truc avec les citoyens? Et puis le premier à avoir formalisé ça, et vraiment là c'est notre berceau, Valence Roman c'est vraiment notre berceau, c'est Christophe Chevalier qui a dit bah oui mais il faut c'est pas le bon terme, encore une fois vous y mettrez les guillemets que vous voulez, qu'il a vraiment marketé, qu'il a professionnalisé, qu'il a travaillé des méthodes, et c'est là-bas que c'est devenu Startup de territoire. Et puis ensuite, ça a été à Lons-le-Saunier, ça a été à Strasbourg, ça a été à Bordeaux et ça a été à Lille. Donc ça, c'est vraiment les territoires qu'on appelle territoires pionniers.
honnêtement, pendant très longtemps, on n'a pas beaucoup communiqué sur Startup de territoire parce qu'en fait, on savait qu'on allait connaître des moments un peu difficiles comme on a connu à Roubaix. Il y en a eu d'autres sur d'autres territoires. Et en fait, avant de venir devant vous et dire oh là là, vous savez, on a un produit miracle, on est Startup de territoire, c'est ce qu'il faut absolument sur votre territoire pour assurer une transition, une révolution, enfin assurer tout ce que vous voulez. On n'est pas du tout comme ça en fait. On avait vraiment envie de se tester, de buter contre des murs, de voir si c'était possible, de voir si on était capable d'essaimer. Et aujourd'hui, on ne sait pas si on est capable d'essaimer, mais comme c'est trop cool de vous parler, bah en fait, on le fait. Et pour être plus pratico-pratique, il y a plusieurs territoires qui tentent l'aventure avec qui ça se passe vraiment bien. Je pense à Grenoble, par exemple, je pense à Reims, je pense donc à Lens dans le Nord, je pense à Arras dans le Nord qui va s'y mettre aussi. Enfin voilà, des territoires comme ça qui nous ont rejoints, et il y en a plein d'autres. Et aujourd'hui, c'est une trentaine de territoires qui sont en cours ou qui ont déjà lancé une première fois une méthode startup de territoire. Et voilà. Alors, je vais répondre aux questions. Je vois startup, mais je finis juste l'histoire. Et évidemment, je répondrai. Je sais pas, Bertrand, est-ce que tu veux qu'on fasse une petite pause maintenant pour répondre à quelques questions, ou est-ce que Oui, on peut le faire comme ça. Ça va te permettre de prendre ta respiration et puis peut-être de déjà faire un point sur les questionnements qui pourraient y avoir. Dans les choses qui ont été dites, oui, la notion de start-up, qui était une question qu'on avait également posée à Christophe, le terme de start-up qui est utilisé aujourd'hui, qui n'est pas forcément de la culture, notamment de l'ESS ou enfin, voilà, il peut y avoir un peu une problématique autour de ce terme-là. Comment ouais, toi alors tu en le... fait, alors euh, on nous pose régulièrement la question. Et en fait, on nous pose régulièrement la question parce que souvent, honnêtement, les publics qui nous écoutent en premier disent mais startup, c'est pas le monde qu'on a envie, ou c'est pas forcément un monde avec lequel on a l'habitude de travailler. Pour nous, startup, c'est vraiment le symbole de l'agilité. C'est vraiment la notion de dire mais et alors le problème c'est que maintenant il y a une connotation très financière, levée de fonds, plusieurs millions d'euros, enfin, voilà. Et donc c'est pas cette connotation là qu'on va chercher, mais cette capacité de la startup de se réinventer tous les jours, de dire on est face à un problème, ok, le problème qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on l'affronte, est-ce qu'on trouve des biais, est-ce qu'on passe au-dessus, est-ce qu'on passe à côté, et c'est vraiment ça startup de territoire, c'est de dire on n'est jamais sûr de rien, on accepte en fait l'agilité des citoyens, on accepte en fait le fait d'avoir tenté un truc, on accepte le prototypage, on accepte de reprendre ce que je disais en introduction, d'essayer un truc avec allez, un élastique, un bout de carton, un bout de ficelle, hop, et ça marche cool, allez, on avance, et on va chercher d'autres personnes. Et derrière, on essaye d'entraîner le territoire dans sa transformation. C'est vraiment ça qu'on va chercher derrière le mot startup. Et en fait, je vois la proposition de Salima qui dit on pourrait parler d'entrepreneuriat participatif. Ah oui, mais c'est plus que ça en fait. C'est plus que de l'entrepreneuriat participatif. C'est vraiment une nouvelle façon de voir les territoires. C'est vraiment une nouvelle façon de dire mais on va redonner à chacun le pouvoir d'agir. Et moi, je peux vous assurer, c'est tellement dans mes tripes en fait que j'ai du mal à répondre à cette question-là honnêtement, mais je peux vous assurer que je vais vous donner un exemple. Lorsqu'on travaille les enjeux et les défis dans le Nord, on le fait avec un moment qui est assez intense d'entretien individuel. Donc on va vraiment au contact des populations à 360, chef d'entreprise jusqu'à la grande précarité, et on appelle, enfin on fait des rendez-vous canapés où on s'assoit chez les gens, on partage une bière, ça c'est le Nord, hein, et puis on parle un peu de leur territoire, vraiment sur des discussions complètement ouvertes. C'est des moments d'intense émotion. Et moi, je me souviendrai, mais toute ma vie, d'un moment que j'ai parti d'un rendez-vous comme ça que j'ai fait à Lens, dans une cité minière, très grande précarité, plus de 45% de chômeurs dans le quartier. Donc voilà, c'est juste pour vous donner un peu l'état du quartier, c'est vraiment pas facile. Et donc ce gars-là, il m'explique comment il vit le territoire. Évidemment, beaucoup d'amertume sur le passé. Il me dit à chaque phrase, mais c'était mieux avant. Alors que son père était mineur et qu'il est mort dans un puits de mine à 61 ans, mais c'était quand même mieux avant. Et puis voilà. Et puis, de toute façon, et là, il a une phrase qui franchement, pareil, ça fait partie des moments un peu forts. Il me dit, mon père était mineur, moi je suis chômeur.
mon fils sera chômeur. Et là arrive son fils, et je vous jure, son fils, il avait pas 7 ans, quoi. Et quand cette personne-là est venue sur la soirée start-up de Territoire Lance, il était là, en fait, parmi nous. En fait, je me dis, mais c'est plus que de l'entrepreneuriat participatif. C'est une révolution, en fait, sur les territoires. C'est vraiment une nouvelle façon de voir, enfin, une nouvelle façon d'imaginer, de voir les territoires, d'appréhender cette mutation des territoires. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi Startup. Maintenant, Startup, c'est un peu partout. La marque, elle commence à être un peu connue. Honnêtement, dans les réunions avec les pionniers, bon, maintenant, on a arrêté de se poser la question, mais pendant longtemps, il y a eu ça. Voilà. C'est compliqué pour moi de répondre à cette question tellement ça coule dans mes veines, quoi. Donc voilà. Mais c'est un peu pour ça, c'est un peu comme ça que je justifie Startup. Il y avait une réaction de Benoît Plancheneau. Est-ce que c'est quelque chose qui est réellement nouveau par rapport à ce qu'on a pu connaître auparavant sur la notion d'intelligence collective et d'horizontalité? Alors en fait, je peux pas répondre à cette question chez vous parce que je connais pas vos territoires, mais moi je peux vous assurer que dans le Nord, c'est nouveau. Mais vraiment, ça veut dire mettre autour de la même table. À Roubaix, autour de la même table, il y avait la vice-présidente de la région à l'économie. Il y avait deux chômeurs longue durée, il y avait deux étudiants et puis deux personnes actifs, employés, voilà. Et moi, quand j'ai vu la VP qui arrivait avec 5-10 minutes de retard s'asseoir à la table, je me suis dit, oh là là, mais quand même, ça décloisonne vraiment fort. Et à la fin, quand elle est venue me voir, elle me dit, mais Thierry, c'est génial en fait, parce que j'ai rarement un tel moment de complicité, parce que les gens ne savaient pas qui c'était. Donc elle s'est présentée en disant bonjour, je m'appelle Karine, ma passion c'est je sais plus ce qu'elle a dit et elle a eu une discussion, elle était complètement anonyme et pareil en fait, les chômeurs longue durée ont pu dire la vérité de ce qu'ils pensaient et surtout ils peuvent construire et je peux vous assurer que cette capacité de fédérer à 360 autour non pas des enjeux descendants, donc pas du tout avec cette idée de dire allez, on se met autour d'une table, on réfléchit sur une réunion, quels sont les enjeux et les défis. Non, pendant 6 mois, donc on a labouré en profondeur le territoire pour identifier quels sont les vrais enjeux de tout le monde, clusteriser, ne pas siloter, créer des défis qui permettent de créer des interstices entre les enjeux. Bah, honnêtement, pour nous, c'était vraiment nouveau. Je sais qu'à Valence Roman, c'est nouveau. Et alors après, pareil, ça vaut ce que ça vaut comme réponse au nouveau. Mais quand Emmanuel Macron dit on lance le PIA TIGA, donc c'est le programme d'innovation de grande ambition. Enfin, je peux me tromper sur les lettres, mais en gros c'est ça. Et dans le cas du PIA, ils ont fait un TIGA, donc c'est des territoires d'innovation de grande ambition. Donc le A de PIA, ça va être en pleurs. Enfin, vous savez peut-être mieux que moi. Et donc, du coup, il y a plusieurs centaines de candidatures partout en France. Il y en a 24 qui sont retenues. Le territoire de Valence-Roman est retenu au titre de start-up de territoire. Et en fait, quand la Banque des territoires et Édouard Philippe viennent annoncer les lauréats, il le fait depuis Valence-Roman. Et il dit, mais ce que j'ai vu ici, je le vois pas souvent, en fait. Cette capacité vraiment à fédérer à 360 au service d'un territoire. De pouvoir mettre des experts avec des citoyens avec des experts. De pouvoir faire durer la thématique, de pouvoir transformer, d'avoir des vrais projets qui transforment la vie. Encore une fois, je connais pas le Mans, peut-être que ça existe chez vous, mais en tout cas, moi, dans le Nord, enfin, dans les Hauts-de-France, pareil, je n'ai pas du tout la prétention de dire que je connais ma grande région par cœur, mais souvent, quand on en parle, ça n'existait pas avant. Ouais. Ça n'existait pas avant. Je vous propose, s'il y a des questions, d'en prendre quelques questions orales. Vous ouvrez votre micro et puis questions ou réactions. Hein, si, En fait, je vais me permettre juste de répondre à Magali qui marque sur le chat Innovation frugale ou du gadge. Alors, c'est exactement ça. En plus, moi, je suis proche de Naviraju, donc ça me parle particulièrement. Et c'est exactement ça, Startup de territoire. Ça s'inscrit vraiment dans ça. C'est de dire, même pas cap de fer, même si on n'a pas les moyens, on va transformer le territoire. Et moi, j'ai plein de projets à vous expliquer dans lesquels il y avait zéro moyen. Et dans lequel ça a transformé durablement un territoire. Okay. Ça va envoyer aussi à une question de Magali Serron hein, sur les moyens mobilisés, les ressources humaines, le fait d'aller chercher aussi du soutien dans la démarche. Il y avait une question de Noémie qui posait la question de par quel biais, par quel moyen vous avez réussi à mobiliser les citoyens.
en direct? Alors, il y a deux approches. Et on a testé les deux dans le Nord, donc je peux vous parler des deux, mais qui fonctionnent toutes les deux. Sur l'île, on a fait ce qu'on a appelé, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a contacté les têtes de réseau, un peu comme j'ai l'impression que vous êtes sur le territoire du Mans. Et en fait, on a demandé à chaque tête de réseau d'amener en fait à chaque fois et à chaque réunion 1, 2, 3, 4 personnes. Et en fait, quand vous savez pourquoi vous venez, le pourquoi profond, ce qui vous prend dans les tripes, en fait, c'est pas très compliqué d'amener 1 ou 2 personnes, parce que du coup, vous pouvez amener soit des personnes de votre organisation. Nous, on a beaucoup travaillé avec la Fédération des centres sociaux, et on travaille encore beaucoup avec la Fédé. Et au départ, quand on rencontrait un directeur de centre social ou un animateur, il ramenait un autre animateur. Et en fait, très vite, on s'est rendu compte que l'animateur, en fait, ça le touchait tellement dans les tripes qu'il nous ramenait des bénéficiaires. Et donc, en fait, au fur et à mesure, en fait, ça a amené, donc je vous dis, sur Roubaix, disons qu'on avait une 250 têtes de réseau animateurs formés, voilà. Et entre 700 et 250, c'était des citoyens qui sont venus par ce côté ambassadeur. On a fait très peu de com. Allez, on a fait un peu de réseaux sociaux pour annoncer. La ville de Roubaix avait joué le jeu et nous avait mis une semaine avant à disposition des panneaux d'affichage dans la ville. Et puis c'est tout. Franchement, c'est tout. On a fait très très peu de com. Donc ça, ça dure 6 mois, 7 mois. À Lens, on a fait un peu différent parce qu'à Lens, on avait été un peu challengé par les élus en nous disant mais c'est super startup, mais s'il vous plaît, faites parler des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et on s'est dit mais si on prend cette même technique de tête de réseau, en fait, on risque d'avoir des gens que la mairie connaît très bien déjà. Et donc, on a quand même fait ça au départ. Ça veut dire qu'on a demandé à la mairie de nous identifier les 10-15 qu'on avait appelés influenceurs. Donc voilà, donc on a vu les 10-15 influenceurs à qui on a posé en individuel par contre, alors qu'à Roubaix c'était toujours en collectif, en individuel. Et à chaque fois on leur disait, mais s'il vous plaît, mettez-nous en contact avec des... Et donc on leur posait la question, quels sont les enjeux et quels sont les défis. Et en fait on leur disait, mais s'il vous plaît, mettez-nous en contact avec des gens qui vivent en fait au plus profond d'eux-mêmes ces enjeux et ces défis. Et en fait c'est comme ça qu'on allait voir des citoyens, c'est comme ça qu'on a fait nos réunions canapé chez les gens. Et c'est comme ça qu'on a été chercher des gens que la mairie connaissait pas. Juste pour indicateur de performance, ça vous intéresse, quand le maire de Lens monte sur scène pour faire son discours d'introduction, il met 2 minutes en disant bienvenue, je suis content de vous avoir mis à disposition cette salle, bon courage, j'ai besoin de vous. Il redescend et il me tape sur l'épaule, il me dit Thierry, c'est dingue, il y a 70% des gens dans cette salle que j'ai jamais vu. C'est une ville de 30 000 habitants. Et je pense que ça vraiment, ça a été aussi l'un des, ça a marqué Lens pour ça. Parce qu'il y avait des gens. Donc voilà comment on a été chercher les citoyens. À Roubaix, vraiment par les têtes de réseau, et ça a très bien fonctionné, il y avait du monde. À Lens, plutôt par des entretiens individuels qu'on a multipliés. Ça prend pas forcément plus de temps, mais ça nous permet de travailler avec des personnes qui, en général, ne se déplacent pas sur une réunion du soir. Ces réunions dans lesquelles on a des têtes de réseau, un 18h, 19h30, c'est compliqué pour plein de gens, en fait, de se déplacer sur ce type de réunion. Donc on voit un peu toujours les mêmes personnes, ce type de réunion. Donc nous, on avait fait le pari d'aller chercher les gens chez eux, la journée, le soir, le week-end, le samedi, le dimanche, voilà. Ah oui, et à Lens, on avait tenté un truc, parce qu'il avait fait aussi à Valence-Romand, c'est qu'on avait été tracté sur les marchés. Et ça, c'est super, parce qu'on avait fait un petit flyer avec 2 francs 6 sous qu'on avait imprimé sur nos imprimantes et découpé. Et en fait, ça nous permet d'avoir des contacts avec des gens, pareil, qu'on n'entend pas souvent. Vous savez, ces gens qui vont sur les marchés, y a aussi des gens qui sont invisibles, qui vont faire leur cours sur leur marché. Et ça nous permettait vraiment d'avoir des contacts un peu privilégiés avec des gens. Moi, je me suis surpris de faire le marché de Lens avec beaucoup de plaisir, finir à boire une bière avec 3 personnes que je connaissais pas, et refaire le monde avec ces gens, c'était vraiment très agréable. C'est vraiment des beaux moments. Voilà. Ah oui, alors par contre, il y a une question là de Magali sur comment on fait pour éviter les jugements de valeur et notamment c'est un demandeur d'emploi et donc tu travailles machin. Et ça vraiment ne jamais demander aux gens ce qu'ils font dans la vie. C'est pas important. Par contre, ce qui est vraiment important, c'est de leur demander quelles sont les compétences. Pour nous, l'une des choses qui a très bien fonctionné et qui fonctionne très bien notamment à Lens, c'est d'avoir demandé aux gens, mais dites-nous les enjeux sur lesquels vous êtes compétents et les enjeux sur lesquels vous avez des envies, sans leur demander ce qu'ils faisaient dans la vie. Et donc vous avez plein de gens en fait qui sont compétents, mais c'est pas leur métier. On connaît tous des bricoleurs qui sont extrêmement brillants
avec leurs mains et qui la semaine sont banquiers. Bah oui, alors donc du coup, si on leur demande ce qu'ils font, on place le banquier dans une case, en disant bah, lui, on va lui confier le budget. Bah non, en fait, il est aussi très bon bricoleur, c'est un très bon manuel, et voilà. Et en fait, nous, ce qu'on a besoin, c'est pas ce qu'il fait la semaine, c'est les choses sur lesquelles il est compétent, c'est là-dessus qu'on va faire évoluer un territoire, et c'est aussi les choses sur lesquelles on a envie. Moi, j'ai l'habitude de dire, mais vous n'êtes pas obligé de partager, que les compétences, ça permet de déverrouiller une situation bloquée, et que l'envie, ça permet de durer dans le temps. Quand quelqu'un a envie, on arrive à le faire durer dans le temps. Enfin, ça, c'est une conviction en tout cas. Quelqu'un qui a une compétence propre, souvent, c'est compliqué de le faire durer dans le temps parce qu'il s'ennuie dans les réunions. Vous savez, c'est le genre de personne pour moi qui dit oh là là, on l'a déjà dit, on a déjà pris des décisions sur ça. Bah oui, mais en fait, il est compétent, donc il a juste besoin que pendant une réunion, on l'appelle, bonjour, salut, tu nous as dit que tu avais une compétence sur ça. Bah nous, on est bloqué, est-ce que tu peux nous aider à déverrouiller? Et là, ça se passe bien parce que il sait qu'on l'appelle au bon moment, on l'ennuie pas et voilà. Voilà. Je vois une question. Excuse-moi, Bertrand, du coup, je vois les questions, je les prends, si ça te va. Je vois une question de Xavier sur ATD Carmont. C'était pas une question, c'était pas une question, c'était une remarque qu'effectivement il y avait parce que ce que vous venez d'évoquer en fait, hein, c'est très difficile de faire se rencontrer et de faire parler les gens entre eux, de sorte que chacun soit aussi entendu, écouté et sa parole soit prise en compte. Et ce que vous avez évoqué, effectivement, c'est une démarche qui est extrêmement intéressante, qui consiste à oublier, à volontairement essayer d'oublier les statuts en fait de chacun. Et c'est pas toujours possible. Et je relatais juste quelques expériences que fait ADT Carmonde, sur des expériences où, par exemple, ils forment par exemple des personnes qui sont aux minima sociaux, qui sont en grande précarité. Et quand ces personnes qui sont en grande précarité rencontrent des experts, il y a déjà des catégories qui se font, ne serait-ce que par exemple par l'habillement. Il y a beaucoup de choses qui se voient, même si on ne demande pas l'emploi, il y a beaucoup de choses qui s'entendent comme ça. Et du coup, ce qu'ils ont pu faire à plusieurs reprises, c'est qu'ils mettent les personnes en précarité dans une formation initiale où ils leur apprennent à parler devant eux. Et l'objectif, c'est de les préparer à parler devant les élus. Et les élus, les experts, ils les apprennent à se taire et à écouter. Et ensuite, ils font une rencontre. Ça, c'est une des possibilités qui existent, qui marche plutôt bien. En général, ça fait des belles gamelles pour les experts qui se rendent compte que justement, ils ne savent pas tant de choses que ça sur la vie des gens. Exactement. Mais alors là, j'ai 1000 exemples à vous donner sur ça. Alors, voilà, ATD Carmonde, c'est vraiment, on les connaît un peu parce qu'ils portent notamment les territoires zéro chômeur, avec qui nous, on est en lien très, très, très proche sur la métropole. Évidemment, je connais pas la structuration ATD Carmonde sur le Mans, mais s'ils sont actifs chez vous, évidemment, il faut les emmener dans votre histoire parce que c'est génial. Et alors après, encore une fois, hein, je vous assure qu'une identification des personnes dans la salle par les passions, c'est juste, mais c'est dingue ce que ça produit. Moi, j'ai l'exemple à Roubaix, il y avait le directeur innovation, ouais, je me trompe pas, d'une très grande marque de sport, avec une enseigne bleue. Donc, ça m'évite de dire la marque, mais vous avez tous imaginé, vous comprenez tous qui c'est. Et vous avez un citoyen, donc le directeur innovation de cette marque-là, et un citoyen que moi je connais bien, qui est au chômage, longue durée, avec une vie extrêmement compliquée, seul, qui vit en dessous du seuil de pauvreté, c'est compliqué. Et donc il était là la soirée, et les deux partagent une passion commune qui est le vélo. Et je peux vous assurer que je les avais tous les deux dans un coin de mon regard là, et je les voyais, mais vraiment, vous savez, mais une franche camaraderie, quoi. Et ils rigolaient, et en fait, après, j'ai été voir, il s'appelle Franck, peu importe, j'ai été voir Franck et il dit, mais il se passe, il me fait, mais c'est dingue, là, on a fait les mêmes parcours à vélo, et on s'est raconté les mêmes anecdotes, et on a vu les mêmes gens, et voilà, et voilà, et en fait, c'était fou, quoi, c'était fou, c'était juste génial, quoi. Et vraiment, à ne pas demander la fonction, c'est un des petits secrets, hein, il y en a plein d'autres, mais vraiment, c'est un petit secret qui marche bien, que je vous invite vraiment à tester. Qui faisait des animations, groupes de travail, ateliers, des personnes extérieures, des volontaires au sein des organisateurs, besoin de formation. Oui, je vais commencer par ça. Vraiment, encore une fois, c'est pas forcément facile à entendre quand on est animateur d'une structure, d'une organisation, qu'on a l'habitude d'organiser des workshops, des ateliers de groupe de travail, qu'on est même facilitateur, consultant, tout ça. C'est pas facile à entendre de dire, pour faire start-up de territoire, il faut se former. Mais encore une fois, start-up de territoire, ça demande une posture d'humilité. Et la posture d'humilité, elle l'exige en fait, cette formation,
parce qu'en fait, encore une fois, on va parler notamment lors de la définition des enjeux et des défis, et encore plus lors de la grande soirée, et encore plus dans les processus de transformation. On va vraiment parler à des gens qui n'ont pas du tout l'habitude de faire une réunion post-it en 2 heures en disant ok, il est 13 heures, maintenant il faut que vous soyez créatif, et à 15 heures c'est plus la peine. Merci d'avoir été créatif pendant 2 heures. Enfin, ils n'ont pas l'habitude, ces gens-là. Et donc, si jamais on ne travaille pas sur la posture, sur les étapes, sur la simplification d'un process, tout ça, si on n'est pas formé à ça, et bah, franchement, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué. Donc, moi, j'ai envie de dire imposer même. Encore une fois, vous ferez ce que vous voulez. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'il faut imposer la formation aux gens qui sont animateurs. Et après, les animateurs, pour nous, c'est les personnes qui ont envie d'animer. C'est-à-dire les personnes qui ont envie de vivre une expérience un peu différente, qui ont envie de se dire, mais je le sens bien, cette histoire d'animer. Nous, Startup Territoire, on a un guide d'animation, notamment sur la grande soirée, où vraiment c'est minuté. Donc, on a différents formats, 2h30, 3h30, 4h. Donc, en fonction de ce que vous avez envie de faire, on pourra évidemment vous donner le guide. Le guide, il est quasiment timé à la minute. Parce que vous avez bien compris que si jamais il y a 700 personnes dans une salle, 80 projets, donc il faut que les 80 groupes de travail finissent rigoureusement à la même heure pour venir à la fin à la plénière et faire une fête de sortie, quoi. Et si jamais il y a un groupe qui a 35 minutes de retard, et bah c'est compliqué. Et donc ne serait-ce que sur l'enjeu, bah il faut timer à la minute. Donc voilà, tout ça c'est des outils évidemment qu'on vous mettra à disposition. Et si jamais vous avez besoin, ce sera avec grand plaisir. Je viendrai, je pourrai former un premier cercle, répondre aux questions sur les formations. Mais en tout cas, ma conviction, moi, c'est qu'il faut absolument former. Et donc, c'était que des volontaires. Il y avait quelques animateurs professionnels, donc c'était le métier, mais qui avaient accepté d'être formés. Il y avait quelques animateurs qui ont dit, mais moi, je veux pas être formé, donc ils n'ont pas animé. Et des personnes extérieures, en fait, on est tous personnes extérieures, parce que Startup Territoire, ça appartient à personne. Et donc, par définition, on est tous personnes extérieures. Donc oui, en fait, c'était au fur et à mesure de nos rencontres, voilà. Et bah les personnes disaient ah bah, moi ça m'intéresse de m'impliquer et puis tiens j'ai envie d'animer et puis voilà. Et puis on faisait des sessions de formation assez régulièrement. Et pour avoir assisté à avoir bénéficié de la formation qui était notamment animée par Thierry sur Roman sur leur deuxième soirée, c'est assez intéressant, c'est assez stimulant et ça prolonge encore la dynamique et c'est des choses qui sont assez intéressantes. Luce revient sur un mot, sur une notion que tu as utilisée, et qui est au cœur de Startup de Territoire, c'est la notion de défi. Donc Luce pose la question défi au sens complexe ou challenge stimulant. Je veux bien que tu reviennes sur cette notion de défi, comment tu la définis et comment tu l'appréhendes dans Startup de Territoire. En fait, Alexandre a la réponse. Alexandre, il a répondu les deux. Mais c'est exactement ça, en fait. Défi dans le sens complexe. C'est forcément complexe parce que, en fait, vous savez, on va demander aux citoyens quelles sont les problématiques qu'ils rencontrent tous les jours. Et donc, ça veut dire moi j'ai l'habitude de dire, Startup de Territoire, ça fait émerger des solutions à des problèmes anciens. C'est-à-dire que des problèmes sur lesquels, de façon récurrente, ont été identifiés parfois, et hop, on va venir mettre la même solution, et ça marche pas, mais c'est pas grave. On remet la même solution, ça marche toujours pas, mais c'est pas grave, on remet la même solution, mais parce qu'en fait, à un moment donné, on est sans solution, et donc on refait quelque chose dont on sait que l'impact est minime. Donc c'est forcément complexe. On travaille que sur des réponses complexes. Croyez-moi, à supprimer les bouchons sur la 25, c'est complexe. Et le challenge stimulant aussi, parce que en fait, pourquoi c'est stimulant? Parce qu'on sait que si on arrive à répondre à ce défi, on va changer la vie de plein de gens. Je peux peut-être vous expliquer un projet. Je vais essayer de le faire vite, mais il faut que vous ayez le contexte pour comprendre. Je vais faire très vite. Bertrand, tu m'arrêtes dès que j'ennuie, d'accord? Comme je connais pas les personnes que tu invites, quand tu penses qu'ils sont ennuyés, bah tu m'arrêtes, d'accord? Là, on est à Saint-Paul-sur-Mer. Saint-Paul-sur-Mer, c'est une ville à côté de Dunkerque, une ville associée à la communauté urbaine de Dunkerque, sur lequel Startup Territoire a été identifié. Le maire m'appelle avec le directeur du centre social. Ils ont envie de faire un truc citoyen, un truc plus petit, pas un territoire mûr dans lequel on peut, très grande précarité. Hein, ils aiment dire que c'est l'une des villes les plus pauvres de France. Avec tout ce que vous pouvez imaginer en termes d'incivilité, drogue lourde, armes lourdes. Enfin, voilà, c'est compliqué, vraiment c'est compliqué. Donc le territoire est pas mûr, pas de structuration, pas de dialogue entre les structures. Donc c'est un peu compliqué. Donc moi rapidement je leur dis waouh, mais vous savez on peut pas faire Startup de Territoire tout de suite. Il va falloir que vous créez un cercle cœur qu'au moment.
Et là, ils sont pas prêts. Mais par contre, ils me disent, bah oui, mais on a quand même besoin de faire agir les citoyens parce qu'on a des problèmes, et notamment un problème dans une barre HLM où où la situation se dégrade, mais se dégrade très très fort. Et donc, le directeur du centre social, qui connaît bien le maire, qui est censé bien connaître le public, me fait une description très précise de la situation des gens qui vivent dans le HLM. Ils me disent, bah voilà, les gens qui vivent dans le HLM, voilà les problèmes qu'ils ont, éducation, logement insalubre, notamment marqués par des isolants qui sont extrêmement faibles, donc les gens ont froid, les cages d'escalier, les cages d'ascenseur, c'est la catastrophe, drogue dure, drogue lourde, et armes lourdes, problème d'éducation, etc. Plein de problèmes. Et avec une particularité dans cette barre HLM, c'est qu'il y a plusieurs familles qui sont issues de cette génération, qui sont nées au Maghreb et qui sont venues sur leur génération à Saint-Paul. Et ils mettent en contact avec des citoyens. Et en fait, je déploie la méthode Startup de territoire en mode très light, en fait, pour répondre à cette problématique-là, en tout cas, pour essayer de tenter un truc sur la barre HLM. Et là, je rencontre une dame, Shadia, qui est quasiment le dernier contact. C'est 4500 personnes, le quartier. Shadia, qui est quasiment le dernier point de contact avec la mairie, me dit j'ai oublié que c'était enregistré en fait. Je vais avoir des problèmes. Shadia me dit, le maire de Saint-Paul aimerait pas du tout que je dise ça comme ça. Shadia me dit, mais en fait, Thierry, la liste des problèmes que tu me présentes, c'est pas du tout ma réalité en fait. Parce que les fenêtres, en effet, elles sont mal isolées. On a réglé le problème, on a mis des couvertures devant, donc on n'a plus froid. En effet, les problèmes d'éducation, c'est un problème. Mais en fait, honnêtement, Thierry, je mets tout ce que j'ai en ma possession pour le faire. Et donc, voilà. Les problèmes de drogue et tout ça, enfin, voilà. Et en fait, elle me dit, mais c'est pas ça notre problème, c'est l'alimentation. C'est l'alimentation. C'est que le matin, quand on se lève, on sait pas si on va manger le midi ou le soir. Et il faut que tu nous aides à traiter ce problème-là. Et en fait, c'est un problème qui n'avait pas été identifié ni par le centre social, ni par la mairie. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir avoir ce niveau de complicité, il faut passer du temps avec les gens, il faut les rencontrer en face à face. Et moi, cette dame, Shadia, la première fois que je l'ai vue, j'ai le droit de la rencontrer dans un abribus. C'est tout, en fait. J'avais pas le droit d'entrer chez elle, j'avais pas le droit d'entrer dans la barre, j'ai le droit d'entrer dans un abribus. Et en fait, je vous fais l'histoire courte et j'aurai beaucoup de plaisir à vous la raconter en détail si vous voulez, mais en fait, ce qui se passe, c'est que Shadia me dit, donc, Startup Territoire, vous avez compris, nous, ce qui intéresse, c'est les projets. Et donc, moi, je dis à Shadia, mais Shadia, moi, si t'es là pour te plaindre, moi, je peux rien faire pour toi. Par contre, si t'as un projet, alors on fait. Et rapidement, elle invite des copines. Et puis, à 10, 12 femmes, ils disent, mais nous, on veut ouvrir un restaurant. Parce que dans leur tête, un restaurant, c'est là où on apprend à faire à manger. Ok, c'est pas notre définition, c'est la leur, peu importe. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, le problème qu'ils avaient, c'est que leur accès à la nourriture, c'était un hard discount au pied de la barre et un marché qui venait une fois de temps en temps. Et elles avaient jamais appris à cuisiner, en fait, les légumes du Nord. Et donc, elles regardaient avec beaucoup d'envie nos choux-fleurs, nos choux de Bruxelles, nos artichauts, tout ça, mais sans savoir les cuisiner. Et donc, du coup, elles achetaient toute l'année les légumes qu'elles savaient cuisiner, des aubergines, des tomates, des poivrons. Et donc, elles se sont dit, mais on a besoin d'apprendre. Bref, on a ouvert un restaurant en 6 semaines. C'est 3 mois d'expérimentation. Au moment où on se parle, c'est 3 équivalents temps plein créés sur ce restaurant. Et l'histoire, c'est pas les 3 équivalents temps plein. L'histoire, c'est que ces femmes aujourd'hui, moi, je peux aller boire des thés chez elles. Et ces femmes aujourd'hui, elles vont faire leurs courses chez les producteurs locaux qui sont à 4-5 km de là où elles habitent. C'est ça la vraie histoire. Et en fait, si je vous raconte ça, c'est pour dire, mais Startup de territoire, c'est ça en fait. C'est pas un truc de com dans lequel on fait des solutions qui indéniablement ont déjà été faites sur un territoire et qu'on refait sous prétexte que c'est important de faire. Bah non, en fait. Ce qui est important, c'est de changer la vie des gens et de se dire, mais c'est plus possible en fait d'accepter que des personnes se lèvent le matin en disant mais est-ce qu'on va manger le midi ou est-ce qu'on va manger le soir, et que peut-être la solution c'est simplement d'apprendre à des gens de dire mais maintenant le chou-fleur coûte en effet beaucoup moins cher que l'aubergine et le poivron au mois d'octobre et au mois de novembre. Si les gens savaient cuisiner ça, ils mangeraient peut-être à leur faim, et peut-être qu'ils pourraient récupérer des produits, notamment Resto du Cœur et notamment sur des au Maraude dans lequel on peut donner ce type de légumes, et bah du coup ils peuvent prendre ces légumes là, les cuisiner et manger à leur faim. Et malgré tout, on continue parfois sur les territoires à se dire non mais on va remettre des solutions qui ne fonctionnent pas parce que ça crée pas d'impact. Et ben Startup, on arrête. On arrête en fait. On arrête. On dit identifions véritablement les problèmes, donc les défis à relever. Et une fois qu'on a le défi à relever, on met des solutions qui sont pas forcément innovantes, mais en tout cas on met des solutions qui répondent réellement aux problèmes des gens. Voilà. Ouais, Là, c'est un bel exemple que tu viens de nous donner. Il y avait une question d'Annabelle justement sur des exemples de projets qui ont pu émerger, sortir de start-up de territoire, soit chez vous à Lille,
ou de ce que tu peux voir sur d'autres territoires. Si tu as quelques exemples pour donner un peu des illustrations. Ouais, donc là, le restaurant, c'est souvent quelque chose qu'on utilise. Si on finit dans le Nord, si on finit, moi j'ai un autre projet qui me marque dans le Nord, c'est centre-ville de Lens, centre-ville qui est, comme beaucoup de villes en France, hein, c'est un centre-ville qui, avec beaucoup de vacances, notamment, des commerces qui se vident et qui sont assez peu remplacés, et avec un pouvoir d'attractivité assez faible. Et des commerçants qui s'alarment en fait de ça parce que voilà, quelques pépites, et des citoyens qui disent mais ras-le-bol en fait, parce que notre centre-ville se meurt, donc notre ville se meurt, donc du coup notre ville n'a pas la place qu'elle devrait prendre, notamment en région. Et donc des citoyens qui lèvent le bras, qui lèvent le poing et qui disent mais on va redonner une dynamique dans le centre-ville d'une ville. Et là, qu'est-ce qui se passe normalement? Vous n'êtes pas obligé de partager mes convictions, c'est juste que ça se passe quand même souvent comme ça. On commande une étude sur la redynamisation des centres-villes. Donc nous, vous avez compris, on fait pas ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on demande aux citoyens. Et en fait, les citoyens de Lens nous identifient qu'il y a un problème sur les circuits courts. Parce que les habitants de Lens ont très peu accès à l'alimentation en circuit court. Et donc voilà, 5 citoyens qui se disent pour redynamiser le centre-ville de Lens, on va faire une offre de circuit court. Ces 5 citoyens, franchement, pas un centime de budget, 0 €, qui décident de créer un marché gourmand sur le modèle que vous pouvez trouver dans le sud. Vous savez, ces marchés dans lesquels vous avez des producteurs locaux qui viennent avec un peu de musique, une table au centre, et les producteurs, ils viennent vendre leurs produits, mais ils font aussi à manger, vous pouvez acheter à manger. Et puis c'est un moment assez convivial dans lequel vous passez du temps avec les producteurs locaux. Sauf que mes citoyens lensois, ils ont décidé de faire ça le 29 janvier, il faisait moins 2 degrés, il y avait un vent assez impressionnant. Heureusement, il pleuvait pas. Donc, ils ont fait ça le 29 janvier. Il y avait 15 producteurs locaux, 300 personnes dans ce petit marché. Les tables étaient pleines, il y avait de la musique, il y avait une super ambiance. Il faisait -3, des bras zéro. On a vécu un super moment. Et depuis ce temps-là, il y a des producteurs locaux, notamment des fermes, qui, grâce à ça, en fait, ont été identifiés par des gens, par des citoyens. Et donc, ils ont créé en fait des espèces de points de retrait dans le centre-ville. Et en fait, pourquoi ça participe à la redynamisation du centre-ville? Pas parce que, bon, là, c'est le confinement, donc le marché est arrêté, mais le marché a vocation d'exister tous les 2 mois, qu'il y a une rotation sur les producteurs pour en faire des vitrines. Et voilà. Et ça, c'est 0 € de budget, quoi. 0 € de budget. Mais par contre, ça répond à une autre problématique. Après d'autres projets, c'est par exemple la conserverie à Valence-Roman, où pareil, des producteurs bio avaient une problématique. C'était notamment la surcharge de leur activité sur les mois entre quasiment mars à octobre, où là ils bossent comme des damnés dans leur champ, dans leur serre, parce que le matin ils sont à la production, le midi ils préparent, et l'après-midi ils sont sur les marchés, le soir sur les marchés, et le lendemain rebelote, et ça 7 jours sur 7. Donc en fait ils ont une activité qui est extrêmement pénible, sans la capacité en fait d'arrêter. Et sur certains de territoires, voilà, il y a un petit jeune qui lève la main en disant mais tiens, si on faisait une conserverie mobile, comme ça vous permettrait une fois de temps en temps, moi je repasse chez vous, je transforme vos produits et je vais les vendre, et ce jour-là, vous faites pas les marchés, vous vous reposez. Voilà, au moment où on se parle, c'est 2 conserveries à Valence-Roman, projet identifié par la Croix-Rouge, avec l'idée de multiplier ça fois 30 ou 40 conserveries. Voilà, c'est ça, Startup Territoire, et ça allège complètement la vie de producteurs bio qui, enfin, peuvent profiter de leur famille en mois d'été, par exemple, ne serait-ce qu'une après-midi par semaine. C'est aussi le projet de la consigne de bouteilles en verre, qui pareil, a été travaillé avec des citoyens, et je reprends l'expression de l'économie frugale de tout à l'heure. C'est ça, en fait, c'est une conserverie quand c'est passé par, enfin, une récupération de bouteilles en verre, pardon. Quand c'est imaginé par des citoyens, et on passe, en fait, au-dessus des logiques budgétaires, et des citoyens qui trouvent des astuces, qui trouvent le meilleur produit, la meilleure efficacité, la meilleure formule chimique pour nettoyer les bouteilles, et ils le font à des prix extrêmement compétitifs, ce qui leur permettent en fait d'atteindre tout de suite un point mort et d'avoir une activité qui est rentable et d'avoir 3 personnes sur la ligne. Enfin, voilà, c'est plein de projets comme ça. C'est par exemple la mutualisation c'est Voisiwatt, c'est une association qui a été créée pour mutualiser les toits en fait entre particuliers pour pouvoir créer des centrales solaires voltaïques citoyennes. La première est née à Figeac, dans le Lot, la deuxième à Valence-Roman. Voilà, c'est des modèles. Ce qui est important de comprendre, c'est que tous ces projets, alors j'aime pas trop l'expression, mais je trouve qu'elle explique bien, c'est des projets qu'on appelle sur étagère. Ça veut dire que ces projets-là, si jamais un jour au Mans, je sais pas si ça existe, mais si quelqu'un au Mans un jour imagine faire de la récupération de la consigne de bouteilles en verre,
franchement, perdez pas de temps, quoi. Passez-nous un coup de fil, nous, on vous met tout de suite en contact avec la bonne personne qui vous donnera les trucs et astuces pour faire une récupération de bouteilles en verre. Et l'ingénierie de projet qui dure 6 à 8 mois sur un projet comme ça, et bah, durera plus que 1 ou 2 mois parce que vous allez avoir tout de suite les bons trucs et astuces. C'est ça, Startup Territoire aussi. C'est pas simplement un territoire qui met un logo, c'est aussi un réseau dans lequel on partage nos outils, vous l'avez compris, et qui partage aussi les expériences, les projets, les échecs. Moi, je vous le dis, à Roubaix, on a fait plein de choses qui ont échoué, et maintenant on le dit avec honnêteté parce qu'on n'a pas envie de reproduire. Donc voilà, c'est ça aussi, Startup Territoire. Ok. Deux petites questions. Céline pose la question, elle avait déjà posé la question à Christophe, mais elle te la pose également. L'articulation avec les territoires ruraux, en quoi ça amène une émulation, en quoi ça vient répondre à des enjeux de territoires ruraux, en quoi ça permet de mobiliser sur des territoires plus éloignés des métropoles. Et puis une question de Benoît qui est de dire est-ce que c'est répondre à des problèmes, des défis qui se posent aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a une dimension proactive ou anticipatrice sur des enjeux de demain? Oui. Ah bah super, je vois que CEAS, vous allez faire de la consigne de récupération de bouteilles en verre aussi. Alors, du coup, les enjeux et les défis, en fait, moi j'ai pas de durée dans le temps, c'est la perception des gens sur le territoire. Et donc si la perception des gens sur le territoire, elle est à aujourd'hui, bah elle est à aujourd'hui. Si elle est à demain, elle est à demain. Peu importe en fait. Moi, j'ai plein de territoires sur lesquels les gens disent l'un des défis c'est de travailler sur les logiques environnementales parce qu'on ne veut pas la planète et tout secteur, enfin toute catégorie socio-professionnelle. Et là, pareil, j'ai 1000 exemples à vous donner pour conforter ça. Il y a plein de gens qui disent, mais je veux pas de la planète demain, là, je veux pas la planète demain la même qu'aujourd'hui. Et donc, voilà, c'est des défis à plus long terme. Et puis des gens qui nous disent, mais moi, le défi, c'est de manger le midi et le soir. Donc, peu importe. C'est les défis, c'est la perception des gens sur le territoire. Et si jamais il y a des défis long terme, et ben, il y a peut-être des gens qui vont être plus enclins à travailler sur des défis plus long terme. Et si jamais c'est des défis court terme, ben, peut-être qu'il y a des gens qui voudront produire des solutions pour un impact immédiat. Donc ça, pour moi, peu importe. Et alors, l'autre question sur les territoires ruraux. Alors, je sais pas si je vais donner la même réponse que Christophe, mais l'intérêt d'avoir, je sais pas. Pour moi, elle est évidente. Mais j'ai envie de dire même peut-être plus qu'en ville. Enfin, plus que dans certaines villes. D'abord parce que moi, j'ai vu à Figeac. Et on peut estimer que Figeac, c'est un territoire rural, hein, quand même. C'est quand même une ville. Dominique, j'espère qu'il m'excusera d'avoir dit ça, mais c'est quand même une ville dans le Lot, franchement, un peu au milieu de nulle part. Et Startup de Territoire, ça a été une révélation. Enfin, ils ont fait plein de choses, ils ont créé plein de projets, ils ont fédéré plein d'énergies communes au service du bien commun. Et c'était, enfin voilà. Et alors, pourquoi je dis peut-être plus dans les territoires ruraux encore que les territoires urbains, c'est qu'on a vu ce que ça produisait dans les territoires urbains. Mais dans les territoires urbains, il faut quand même admettre que l'un des gros enjeux de Startup de Territoire, c'est fédérer toutes les forces vives d'un territoire en place. Ça veut dire que je ne sais pas comment ça se passe au Mans, mais j'imagine qu'au Mans, il y a plein d'acteurs qui accompagnent la création d'entreprises, l'accélération d'entreprises. Donc l'idée, c'est vraiment de les fédérer autour d'une nouvelle cause commune. Mais ça existe déjà. Ça veut dire que quelqu'un qui veut créer au Mans, j'imagine qu'il doit se poser la question, mais à quelle porte je vais bien pouvoir aller sonner par la diversité de l'offre. Enfin, nous, on voit à Lille, si jamais vous voulez créer un projet dans la tech à Lille, mais franchement, la première question qu'il faut se poser, c'est à quelle porte je vais bien pouvoir aller. Et puis, vous avez un choix, quoi. Donc voilà, il y a une offre, en tout cas, d'accompagnement de projet. Dans les territoires hyper ruraux, cette offre, elle n'existe pas. Ou elle existe moins, en tout cas. Et là, en ce moment, moi, je suis sur un territoire que j'apprends vraiment beaucoup à aimer, qui est la Thiérache. Alors, vous y regardez, c'est vraiment l'est de la région Hauts-de-France. Ah, il y a quelqu'un qui connaît la Thiérache, c'est fou ça. Au Mans, il y a quelqu'un qui connaît la Thiérache, je le vois, qui me fait des pouces. Ah, c'est trop cool. Et en fait, c'est un territoire que j'apprends à aimer, c'est un territoire extrêmement rural, dans lequel vous avez, j'étais avec la sous-préf là, de Vervins, qui est la sous-préfecture de la Thiérache, qui me disait que son bassin de vie, c'est 75 000 personnes. Et les gens sont distants, en fait, il y a une distance entre les gens. Et là, vraiment, il y a, enfin, pareil, la sous-préfète, elle aimerait pas que je dise ça, mais franchement, tout est à créer, quoi. Quelqu'un qui veut créer un projet dans la tech à Vervins, waouh, enfin, ça va être compliqué, quoi. Alors, si jamais c'est quelqu'un qui veut créer un projet dans la tech pour la tech, et bah, il prend sa voiture, il va à Lille, il aura l'offre. Mais par contre, quelqu'un qui veut créer un projet tech pour son territoire, bah là, franchement, c'est pas évident, quoi.
Et donc, c'est aussi l'un des enjeux de start-up de territoire, de se dire, mais un, on va fédérer ce qui existe, et deux, si jamais ça n'existe pas, eh ben, on va faire appel aux copains du réseau, donc soit au réseau régional, soit au réseau national, en disant, oyez, braves gens, j'ai quelqu'un qui veut monter une consigne de bouteilles en verre à Vervins, il y a personne qui peut l'accompagner parce que l'accompagnement est forcément plus réduit, même s'il y a des gens merveilleux là-bas, mais malgré tout plus réduit. Et ben, on lève la main et on a cette possibilité d'offrir ça. Donc voilà, donc moi j'ai aucun doute sur l'impact de start-up dans les territoires ruraux et dans les territoires urbains non plus, parce que ça a été prouvé. Et Lise de Bordeaux en parlerait aussi. Enfin, voilà. La question, aviez-vous beaucoup de chefs d'entreprise PME aux soirées? Et ben en fait oui. Oui, Magali. Alors, à Roubaix, près de 40% d'entrepreneurs. En fait, on avait mis quand les gens s'inscrivaient, donc il fallait s'inscrire pour aller à la soirée, donc nous on savait ce qu'ils faisaient comme métier. C'est pas ce qu'on mettait sur leur badge, mais nous on savait. Et on avait fait une catégorie chef d'entreprise cadre. On avait près de 40% des gens qui étaient soit chef d'entreprise, soit cadre. Et c'est très bien, sauf que c'est trop 40%. Parce qu'en fait, ça voilà, c'est beaucoup 40%, c'est plus que la représentation normale. Et donc c'était pas forcément une bonne chose. Nous, on pense que si on avait eu soit 10% de plus à côté, soit 10% de moins de chefs d'entreprise, ça aurait été bien. Par contre, c'est hyper intéressant ce qui se passe avec les chefs d'entreprise, parce qu'il y en a beaucoup qui nous regardent en disant waouh, mais c'est qui ces bisounours, honnêtement, en disant mais c'est des dingues en fait. Comment ça créer une entreprise avec des citoyens sans structure juridique, sans budget, n'importe quoi. Mais il y en a aussi beaucoup qui disent mais ce que j'ai vécu ce soir, ça transforme ma façon de voir l'entreprise. Et ça se passe souvent dans les soirées, parce que ils se rendent compte en fait que c'est pas parce qu'on n'est pas expert ni compétent qu'on peut pas avoir une vraie réflexion raisonnée et raisonnable sur un espace qu'ils partagent, qui est leur espace de vie, leur bassin de vie. Et donc vraiment, moi j'ai plein d'exemples. J'ai Samuel qui était cadre. Enfin, j'en parle tout le temps, Samuel, mais c'est marquant quand même. Vous allez comprendre pourquoi. Samuel était cadre dans une mutuelle, très très beau poste au CODIR, une très grande mutuelle, qui une semaine après la soirée à Roubaix a démissionné de son poste et s'est lancé dans la permaculture. Et en fait, ce soir-là, il a eu un déclic en disant mais en fait, je veux que ma vie ait du sens pour mon territoire. Et ce que je fais, c'est pas le cas. Et ben donc voilà. Et il a mis une semaine. En fait, une semaine après, il quittait et maintenant il a une petite activité autour de la permaculture et il s'éclate, il a le sourire et salarié de grosses entreprises, oui, beaucoup aussi. Et mais pour moi, peu importe en fait, salarié de grosses entreprises, de petites entreprises, voilà. Par contre, alors mobilisation et programme RSE, oui, mais pour les gens qui font vraiment de la RSE, c'est-à-dire que les gens qui font de la RSE en mode greenwashing, ils nous voient avec, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de partager. Mais c'est des discussions qu'on a beaucoup eues avec des directeurs de RSE dans des structures où la RSE en fait c'est quand même plutôt de la com. Mais par contre, les gens qui font véritablement de la RSE et notamment qui intègrent dans la RSE, comme le dit la RSE, ça veut dire le dialogue avec les parties prenantes. Bah là, c'est génial parce que du coup, ils se rendent compte que le dialogue avec les parties prenantes ils peuvent intégrer dans ce qu'ils appellent eux parties prenantes, ils peuvent intégrer les citoyens et que ça produit de la valeur. Et donc ça, c'est des très beaux moments. D'ailleurs, si vous avez, je ne sais pas comment c'est structuré, mais nous, dans le Nord, on a une association qui s'appelle le Réseau Alliance, qui est vraiment le réseau des entreprises autour de la RSE. Si vous avez ça autour du Mans, c'est vraiment des gens que vous devez emmener avec vous, parce que les gens qui sont convaincus par la RSE, c'est des gens qui sont convaincus par le dialogue territorial. Et le dialogue territorial, c'est un des facteurs clés de succès de start-up de territoire. Donc voilà. Merci. Est-ce qu'il y a encore quelques questions? Parce qu'il est 6h moins 10. On va bientôt clore. Moi, je peux bien. Oui, c'est qui? Yvonne Genet. Ah, Yvonne. Oui, vas-y. Est-ce que dans le Nord, vous avez travaillé avec... Tu peux te présenter? Alors, je suis... je ne sais plus. Présidente de l'Association régionale des cigales des Pays de la Loire et coprésidente de la Fédération des cigales. Est-ce que vous avez travaillé dans le Nord avec les cigales? Oui. Alors, oui, à double titre, parce que, les cigales sont au capital de ma structure. Donc oui. Et c'est des gens qu'on aime beaucoup. Et
Et puis vraiment dans le cercle cœur, mais très très restreint de start-up de territoire Hauts-de-France, il y a Marie Libert qui porte une cigale à Lille. Et donc oui, on a travaillé avec les cigales et franchement, alors, j'oublie trop souvent de le dire d'ailleurs. Merci de me le rappeler. Mais c'est un réseau qu'on aime beaucoup parce que c'est des gens qui sont eux capables d'agilité. C'est-à-dire que c'est des gens, enfin, je sais pas comment ça se passe chez vous, mais en tout cas nous dans le Nord, c'est des gens qui sont capables d'entendre en fait. Sont capables d'entendre que des projets, pour exister et pour créer de l'impact, c'est pas forcément des projets qui doivent avoir tout de suite une structure juridique, un pacte d'associés, des gérants majoritaires et des actionnaires minoritaires. Et ça, c'est très très agréable. Et honnêtement, pour lancer un projet startup de territoire, il faut jamais des centaines de, jamais c'est mentir, mais il faut rarement des centaines de milliers d'euros. Il faut souvent les quelques premiers milliers d'euros d'amorçage pour pouvoir tenter, faire des expérimentations, prototyper, avoir du résultat. Et après, en fait, c'est l'accélération de la solution qui va générer d'elle-même en fait le développement d'activité. Donc oui, on travaille avec les cigales et on aime beaucoup. Merci. Avec plaisir. Merci Yvonne. Est-ce qu'il y a une autre question? Magali, tu voulais... Magali, oui, en fait, on dit souvent, est-ce qu'on travaille qu'avec les gens justement qui sont dans la RSE, qui sont déjà un peu des gens convaincus, ou est-ce qu'on passe du temps à aller chercher les gens qui ne sont pas convaincus? Je ne sais pas si je suis claire. En fait, entre convaincus, on se retrouve toujours un peu aux mêmes réunions finalement, mais du coup, finalement, on reste dans un cercle un peu fermé à la fin parce qu'on a du mal à aller chercher plus loin. Est-ce que pour une première édition, on se contente de ça et c'est peut-être déjà très bien si chaque convaincu va chercher quelques personnes de son entourage, ou est-ce qu'on essaye d'aller un peu prêcher la bonne parole et convaincre les non convaincus? Alors, pour moi, il y a deux types de non convaincus. Il y a des non convaincus qui ont pas d'intérêt, voire même qui ont un intérêt de nuisance, une capacité de nuisance. Cela, il faut pas trop s'embêter avec. Par contre, il y a des non convaincus qui ont une capacité à faire, et ceux-là, il faut aller les chercher. Parce que faut comprendre quand même que c'est grisant, startup de territoire. Vous savez, parce que vous allez réussir, vous voyez, on est en visio, tout est réuni pour pas qu'on soit 33, 32 autour de cette visio. C'est quand même dingue ce qui se passe là, faut qu'on avoue, startup de territoire, c'est quand même un petit truc. Honnêtement, ok, c'est national, ça marche bien, c'est super, ça crée. Mais quand même, c'est quand même une démarche qui a pas 40 ans, qui en a 4, qui a produit, mais qui a aussi fait plein d'erreurs. Et malgré tout, vous êtes 33 au Mans, moi je suis à Lille. C'est pas raisonnable ce qu'on est en train de vivre. C'est hyper grisant en fait. Parce que vous allez apporter des solutions, c'est sûr. Il n'y a aucun doute là-dessus. Vous allez apporter des solutions. Les gens vont vous dire que ce que vous faites, c'est extraordinaire. Vous allez mettre 300, 400, 500 personnes dans une salle, 600 personnes dans une salle. Les gens vont vous dire, mais c'est extraordinaire, c'est fou ce qu'ils ont fait. C'est hyper grisant. Et si vous n'avez pas ces personnes, et encore une fois, non convaincus, pour moi, c'est pas des gens qui nuisent, qui ont cette capacité, mais des gens non convaincus. Ça veut dire les gens qui ont cette capacité de dire, wow, on s'emballe pas, on a beau être 600, pour l'instant, on n'a rien fait encore. Pour l'instant, moi, on m'a promis d'avoir des solutions qui transforment la vie des gens. Pour l'instant, j'ai juste vu 600 personnes dans une salle, rien d'autre. Ces personnes-là, vous en avez besoin, en fait. C'est ces personnes-là qui vont vous permettre de transformer. Voilà, je sais pas si ça répond à la question, mais je sais pas si ça répond à la question. Et on essaye de faire venir les nuisibles, en fait. Et les autres, ils viennent. En fait, il faut aller chercher les gens, quand même, qui ont une capacité à faire. Ça veut dire que moi, ça, on s'est un peu épuisé à Roubaix, à Lens beaucoup moins. Les gens qui sont que dans la plainte, vous savez, dans cette espèce de cercle extrêmement négatif, qui sont mais ça marchera jamais, ma vie est finie, j'y arriverai plus jamais, on nous a abandonnés, voilà. C'est quand même compliqué. Il y a plein de structures qui offrent des réponses très belles à ces personnes-là, mais start-up, c'est plus compliqué. Mais toutes les personnes qui sont dans une situation compliquée, qui sont en colère. Moi, j'aime bien les gens en colère, qui me disent, mais allez, il faut qu'on fasse un truc là, parce que ça va plus. Cette colère, cette énergie du fer. Ça, c'est hyper agréable d'avoir des personnes comme ça. Et souvent, ça remet les pieds sur terre. Et moi, je peux vous assurer que le nombre de personnes qui m'ont mis des claques à la sortie de Lens, là, où vraiment on avait passé une belle soirée, un beau moment d'émotion, c'était vraiment bien. Moi, il y a 10 personnes qui m'ont tapé sur l'épaule en me disant, Thierry, tu nous déçois pas maintenant. Hein, on est venu, maintenant, c'est à toi, tu nous déçois pas. Hein. T'as pas le droit de nous décevoir. Hein. Je peux vous assurer que le soir, on dort quand même pas bien, quoi. Mais c'est ça, c'est pour ça qu'on se lève tous les matins.
C'est parce que ces personnes-là, ils ont envie de faire. Ils ont juste besoin qu'à un moment donné, bah voilà, on leur donne parfois un ou deux outils, qu'on passe le coup de fil qui va bien, et puis c'est magique, quoi. D'accord. Isabelle Voilà, Ducéas. Isabelle. Thierry, moi, je voulais avoir une information par rapport à la phase de labourage, ce qu'on appelle la phase de labourage. Je vais revenir là-dessus. Oui. Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'était comment, en fait, vous avez procédé sur cette phase, combien de temps elle a duré. J'ai compris qu'il y avait des cafés, enfin des réunions canapés, des rendez-vous individuels. Quelle a été la part aussi, en fait, des structures et la part des citoyens que vous avez été interrogés sur ces enjeux et problématiques? Est-ce que vous avez fait des enquêtes en ligne? Comment vous avez procédé, en fait? Ça nous intéresse de savoir. Ouais. Alors, encore une fois, c'est très différent à Roubaix qu'à Lens, mais c'est deux territoires différents aussi. Donc Roubaix, comme je vous l'ai dit, on n'a pas fait de réunion canapé, c'est drôle quand même ça. On n'a pas fait de réunion canapé à Roubaix, on a fait vraiment que des réunions avec les têtes de réseau, et c'est les têtes de réseau qui nous ont amené les citoyens. Et en fait, on a travaillé en jeu défi plutôt avec les têtes de réseau, et on a estimé, et c'était vrai d'ailleurs, qu'ils connaissaient bien le territoire, connaissaient bien les enjeux et défis, c'était très bien. Enfin, c'était bien posé. À Lens, c'est un peu différent. On a voulu faire différent. À Lens, c'est 400 personnes au total dans la démarche, sur une ville de 30 000 habitants. Sur les 400 personnes, il y avait 80, je sais pas, j'ai pas fait le calcul, mais 90% de personnes qui venaient en tant que citoyens et 10% de structures. Et on a vu 150 personnes en réunion individuelle. Ça peut paraître beaucoup en fait, 150 personnes. Mais regardez, vous êtes 30. Si chacun voit 5 personnes, vous avez fait 150. Ce qu'il faut simplement, c'est vous assurer que quand vous allez voir une personne, vous posez les mêmes questions. Parce qu'en fait, l'enjeu, c'est que vous puissiez remonter cette information et la travailler. Vous savez, vous faites vos réunions individuelles avec des citoyens, avec des réunions avec des questions qui sont toutes différentes, c'est intraitable. Et donc, en fait, vous allez faire comme tout le monde, ça veut dire que vous n'allez pas prendre les informations qui vous gênent pour ne conserver que ce qui vous intéresse. Et donc là, vous allez perdre une partie, en fait, de la production des citoyens. Et donc, du coup, voilà, bah, vous lancez le défi, vous êtes 30, vous allez avoir 5 citoyens. En amont, vous avez préparé une espèce de trame de questions en disant il y a 5 questions sur lesquelles vous voulez des réponses très précises. Et hop, vous avez vu 150 personnes. Et par contre, après, vous avez le droit de profiler, de dire, mais ok, on va aller voir, on va voir chacun 5 personnes. Dans les 5 personnes, on veut 4 citoyens, une tête de réseau ou une organisation. Dans les 4 citoyens, on veut, je sais pas, on veut un jeune de moins de 18 ans, enfin un jeune de 18 ans, enfin de 20 à, je sais pas, entre 16 et 20 ans, entre 20 et 40, entre 40 et 60, et on veut quelqu'un de la grande précarité, on veut un cadre, voilà. Et en fait, comme ça, vous allez avoir une espèce de truc un peu aléatoire qui va vous donner un avis extrêmement précieux. Voilà. Ça demande un peu de structuration, mais je peux vous assurer que. Et alors, pareil, ce qui est aussi intéressant, c'est de se dire, ok, je vais voir 5 personnes que je connais pas ou que je connais peu. Vous savez, le voisin à qui on parle pas, quelqu'un sur un marché, voilà. Et voilà. Et je peux vous assurer que ces moments-là, c'est extrêmement riche. Pour les gens qui aiment les gens, c'est des moments super. Parce que vous venez avec une raison de leur parler. En disant, mais tiens, on fait un truc sur le territoire. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu le vis, le territoire? Quels sont les problèmes que tu rencontres tous les jours? Comment tu vois l'avenir de ce territoire pour tes enfants? Ben, voilà. Ok, merci. Merci. Alors, il est 18h, il va falloir qu'on pense à se quitter, alors, sauf si vous voulez continuer avec l'apéro, mais il va falloir qu'on termine. Est-ce qu'il y a vraiment une dernière question qui serait voilà, absolument incontournable et qui taraude dans l'esprit de quelqu'un? Non? En tout cas, merci beaucoup Thierry, c'était absolument, c'était vraiment très intéressant et assez éclairant, et je pense que ça a donné aussi de la visibilité ce vers quoi on va aller. Peut-être vous dire que là, la période de confinement nous a amené à mettre un peu entre parenthèses ce qu'on avait prévu. Pour autant, on continue à rester actif, à pouvoir lancer Startup de territoire, et tu disais tout à l'heure qu'il fallait 6 à 9 mois pour arriver avant la soirée de créativité. On reste un peu dans ce timing-là, en retravaillant la semaine dernière, ou il y a 15 jours,
un peu le planning et ce que l'on souhaitait faire, on se disait cette soirée créative, on peut la repositionner l'année prochaine en mars-avril en espérant que la situation sanitaire s'améliore. Il faudra peut-être qu'on envisage à innover, à inventer un autre format que celui des grands rassemblements si ce n'est pas possible, et donc il faudra peut-être qu'on fasse évoluer. Peut-être, on verra comment ça va marcher. Mais en tout état de cause, on maintient la démarche, notamment sur la phase de labourage. Donc il y a des choses qui se mettent en place. On avait lancé une plateforme web pour recueillir un peu des infos, du vécu, des problématiques, des sujets qui étaient repérés. Donc l'enquête, elle est toujours en ligne et on souhaite la diffuser et la multiplier. Donc n'hésitez pas à vous-même la compléter et à diffuser l'info sur cette enquête. L'objectif est de garder du lien et de repérer des sujets qu'on pourra approfondir par la suite. On avait pensé des animations qu'on devait faire au mois d'avril-mai, donc ça, c'est ce qui a été suspendu. On envisage de les réactiver en septembre-octobre, peut-être plutôt octobre, parce que septembre risque certainement d'être chargé. Si on peut le faire, au regard des conditions sanitaires qui sera possible à l'époque. Donc ça, normalement, ça va se réactiver à partir de la rentrée. On envisage aussi peut-être des choses, peut-être en visio. Ça pourrait peut-être s'envisager sur des temps un peu plus courts, sur des ateliers. Voilà, ça, on reviendra vers vous. L'idée, c'est qu'à la rentrée, ces ateliers, ces rencontres, la démarche qu'expliquait Thierry de mobiliser 3 personnes qu'on ne connaît pas, pour faire boule de neige, etc. Donc les membres du collectif French Impact pourront proposer des choses, des animations à la rentrée. C'est aussi de se dire, vous, partenaires, vous, acteurs du territoire, vous pouvez aussi vous y impliquer, vous pouvez aussi proposer des choses pour aller toucher vos bénéficiaires, vos usagers, vos adhérents, votre entourage, pour aller recueillir de la matière. Donc l'idée, c'est aussi que on puisse impliquer, mobiliser. On a commencé à créer des outils, nous. Thierry insistait sur le fait qu'on ait des questions qui soient communes et des trames de questionnement qui sont un peu communs. On a plus que commencé, on a structuré un guide d'animation, des outils d'animation qui sont à la disposition pour ceux qui souhaitent engager des animations. Donc ça, on reviendra aussi vers vous avec ces éléments-là. Et puis, l'idée, c'est de poursuivre et de garder ce lien avec les personnes qui sont intéressées par Startup de territoire. Et donc, il ne faut pas hésiter à suivre le réseau, la page Facebook de Startup des Territoires Le Mans, qui va permettre de garder du lien sur les actualités. Et on va essayer de faire aussi un peu un tour de France des startups de territoire. Il y a beaucoup de territoires qui ont fait des vidéos, qui ont des pages Facebook. L'idée, c'est aussi de pouvoir relire régulièrement des choses qui ont pu se faire sur d'autres territoires, pour donner envie, donner de la visibilité et d'alimenter notre dynamique sur le banc. Voilà ce que je pouvais vous dire. On vous renverra les éléments là avec ce que je viens de vous dire là sur les suites. On a déjà envoyé un premier mail, mais il y avait peut-être beaucoup de choses dessus. On va vous renvoyer un peu une réactualisation. On va regarder la visio, ce que ça donne. Et puis on vous donnera le lien, là, si Thierry en est d'accord, pour qu'elle puisse être après diffusée plus largement sur le territoire, pour que voilà, c'est toujours plus facile de pouvoir en parler quand on a des personnes qui l'ont vécu et qui l'ont maîtrisé. C'est aussi voilà, je pense qu'on a aussi des présentations qui sont motivantes et dynamiques, donc à partager sur le territoire. Thierry, est-ce que tu as quelque chose en complément à dire ou? Non, vous remercier parce que j'aime beaucoup parler de cette aventure, donc dès qu'on ouvre un espace de parole, c'est toujours un plaisir. Et vous dire que vous avez beaucoup de chance en fait, parce que moi je me souviens de ces moments comme ça au départ où on se disait mais on va y aller, on va pas y aller, enfin voilà. Et c'est des bons moments en fait, c'est des moments dans lesquels on se retrouve sur une aventure un peu dingue. Enfin là encore une fois, c'est intéressant de prendre la hauteur. On est en train de se dire là que à 35 on va lancer une dynamique qui demain va changer la vie là où on vit, à des gens. C'est un peu dingue, mais c'est
tellement riche en fait de rencontres, de dialogues. Enfin voilà. Et évidemment, mais 1000 fois évidemment, vous êtes invités où vous voulez sur les événements startup. Il y aura un méga événement national qui devait avoir lieu en juin, mais pour des raisons sanitaires, ça va être évidemment déplacé à plus tard, mais qui aura lieu à Romans, où là, il y a un peu tous les territoires, donc il y a une 30-40 personnes du Nord qui seront là. Voilà, et on vous y attend évidemment avec grand plaisir. Et j'ai envie de dire, enfin, ça peut paraître un peu bizarre, mais vous faites partie de la famille maintenant. Donc n'hésitez pas dès maintenant à nous dire, mais moi j'ai entendu dire que il y avait un projet qui voulait se lancer. Est-ce que déjà vous avez fait ça ou entendu ça ou vu ça? Et ben moi franchement, enfin Bertrand, tu peux communiquer mon mail. Moi franchement, je vous assure que j'enverrai ça au réseau national. Et si jamais quelqu'un a déjà vécu un projet ou une situation identique, bah, vous aurez une réponse rapide. Donc n'hésitez pas à commencer par utiliser ça parce que c'est un formidable accélérateur. Voilà. Merci. Merci à tout le monde. Merci à Thierry pour cet exercice qui n'est pas facile, effectivement, de parler devant son ordinateur, de lire des questions plutôt que de les entendre. Surtout que Thierry me disait en introduction qu'il avait un très gros mal de tête avant de commencer et que la journée en visio était un peu difficile. Donc merci pour cet exercice. Je crois que c'était très, très intéressant et très motivant au regard des réactions de chacun sur le chat. Voilà, puis je pense qu'on aura l'occasion de te voir sur le Mans, sur les prochains temps et sur les prochaines animations. Et puis donc on revient vers vous avec les différentes infos et les différentes ressources sur Startup de Territoire pour enclencher la dynamique et puis travailler sur cette phase de labourage. Et puis pour la suite. Merci. Merci à vous tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.